Max Verstappen, un nom synonyme de vitesse, de talent brut et de domination sur les circuits du monde entier. Depuis ses débuts en Formule 1, il a réécrit les règles, battu les records et s'est imposé comme l'un des plus grands pilotes de sa génération. Champion du monde, multiple vainqueur de Grands Prix, Max a gravé son nom dans l'histoire de la Formule 1 avec des performances exceptionnelles. Mais dans le monde impitoyable de la Formule 1, aucune domination n'est éternelle et même les plus grands champions voient leur couronne tomber un jour ou l'autre. Michael Schumacher, Lewis Hamilton, en passant par Sébastien Vettel, tous ont dominé la catégorie, mais tous ont chuté. Pourquoi ces périodes de domination sans équivoque prennent-elles fin? Aujourd'hui, on va explorer les forces et les événements qui ont mis fin au règne des plus grands et voir aussi ce que ça pourrait signifier pour l'avenir de Max Verstappen. C'est parti! Pour comprendre comment le règne de Verstappen pourrait toucher à sa fin, il faut d'abord revenir sur l'histoire de la Formule 1. Parce qu'au travers des innovations, des règles techniques, chaque détail va compter dans la réussite ou non d'une écurie. Dans cette vidéo, j'ai volontairement choisi de parcourir la F1 depuis les années 2000, car bien que des dominations ont été présentes, notamment avec Senna, Prost, Fangio, la F1 a tellement évolué pendant ces années que l'analyse en fait, elle n'aurait pas été plus pertinente. En plus, en y regardant de plus près, les périodes de règne pour les écuries et les pilotes n'ont jamais été aussi longues que durant ces 20 dernières années, ce qui mérite encore plus d'être en lumière dans cette vidéo. Au fil des années, la FIA a fait évoluer la Formule 1, parfois de manière subtile et d'autres fois beaucoup moins. Et certaines écuries ont su en tirer leur épingle du jeu, mais on peut pas dire que ce soit le cas de tout le monde. Et justement en 2026, d'importantes réformes pourraient bien redistribuer toutes les cartes une fois de plus. Mais avant de s'y attarder, on va revenir sur la première domination du 21e siècle. Ferrari et le baron rouge, le fameux Michael Schumacher. Une domination des années 2000 à 2004. Pour faire court, en 5 ans, Ferrari, c'est 57 victoires de Grand Prix sur 85 courses, dont 48 gagnées par Schumacher. Si t'aimes les stats et faire un petit peu de calcul, Schumacher a donc gagné 56% des courses pendant cette période. Ferrari était au firmament à ce moment-là, enfin... si on va être précis, plutôt depuis 1999. Et ici, tu peux voir le nombre de points qui séparent Ferrari du second au fur et à mesure des années au championnat. En t'approchant un petit peu plus de ton écran, tu peux d'ailleurs remarquer que l'année 2003, elle a fait un petit peu vaciller la Scuderia, avec une voiture justement qui répondait pas aux attentes, mais on y reviendra. Malgré cette fausse note, plus les années passent, plus Ferrari assoit sa domination. Mais à quoi on peut l'attribuer? En 1999, la F1 va subir de grandes évolutions. On arrête avec les pneus slick et on revient aux pneus rainurés. Ça va réduire l'adhérence et la vitesse des voitures. Mais le point important, c'est qu'à cette époque, Ferrari était en partenariat avec Bridgestone, qui a fait qu'ils ont souvent conçu des pneus spécifiquement adaptés aux Ferrari. Et ça va bien sûr offrir un avantage non négligeable en termes de grip et de durabilité pour les voitures. En plus des pneus, les voitures ont eu des obligations au niveau de l'aérodynamisme, encore une fois pour limiter la vitesse sur la piste. Et c'est là toute la beauté de ce sport, parce qu'il n'y a pas que les pilotes qui y travaillent, c'est que les ingénieurs de Ferrari ont su tirer parti de ces nouvelles règles en optimisant dès le début la conception de leur voiture. Encore une fois, le but n'est pas ici de zoomer sur chaque petit détail pour savoir qu'est-ce qui a marché, mais surtout de comprendre pourquoi une domination dans une écurie est apparue. Mais maintenant, faut pas oublier quand même une chose. Dans cette voiture, mettez un pilote de génie et vous avez la recette secrète pour exploser les records. Et c'est quoi le produit final? Ben, ça donne 5 ans de domination. Mais pourquoi 5 ans ici? Pas 4, pas 6? Et ben, il faut se replonger un petit peu dans l'histoire. Quand ta voiture elle est performante dès le début de la saison, tu vas pas avoir à travailler pour rattraper le retard comme ceux qui sont derrière au niveau du classement. Ce qui veut dire que tu vas te focaliser sur le futur. C'est aussi simple que ça. Enfin, en quelque sorte, parce que ça veut pas dire qu'ils vont arrêter totalement de bosser sur la voiture actuelle, mais ils vont avoir le moyen de leurs ambitions pour continuer dans leur bonne lancée. Parce qu'il faut pas oublier que derrière le sport, il y a souvent énormément d'argent et le budget a une place essentielle dans cette discipline. Quand on gagne, eh ben on a forcément plus d'argent. Et pour te faire une idée, voici une estimation du budget annuel dont disposait Ferrari pendant sa domination au fur et à mesure des années. En comparaison, McLaren et Mercedes avaient un budget entre 200 et 250 millions de dollars. There's some change. All right, a little bit.
C'est vrai que t'abuses. Ouais, il y a quand même un monde au fur et à mesure. Autre changement, ou plutôt non-changement, entre 2000 et 2004. Les règles techniques et sportives au sein de la F1, elles ont connu en fait que très peu de changements majeurs comparé à ce qui était arrivé en 1999. Et ça va donc permettre à Ferrari de maximiser son potentiel et surtout de le stabiliser avec l'avantage technologique qu'ils avaient acquis dès le début de cette période. Mais pour autant, si tu te rappelles des stats qu'on a vus au début de la vidéo, tu remarques qu'ils ont serré les fesses en 2003. Parce que la F1 a quand même mis son petit grain de sel et a introduit un nouveau format de qualification à un seul tour. Mais en plus, les nouvelles règles ont limité les équipes à utiliser un seul type de pneus secs pour chaque week-end de course. Et ça, c'était clairement à l'avantage des équipes ayant des pneus Michelin qui étaient de meilleure composition avec ses spécificités de course. Ensuite, malheureusement, ils ont aussi connu quelques petits problèmes de fiabilité qui ont entraîné des abandons et des performances moins constantes chez Ferrari. Mais malgré ça, Schumacher, il va gagner 6 courses et permettre à Ferrari de gagner le championnat constructeur avec 14 points d'écart. Et je vais pas m'attarder sur 2004 où la domination de Ferrari ne pouvait pas être contestée, mais plutôt sur 2005 parce que comme je l'ai dit, tout a une fin et cette année allait tout changer. À l'origine de ces changements, encore une fois la FIA, elle a décidé d'introduire de nouvelles régulations aérodynamiques pour réduire l'appui et, encore une fois, ralentir les voitures. Les nouvelles règles exigent que les moteurs durent 2 courses consécutives au lieu d'une seule. On est quand même bien loin de ce qui se fait aujourd'hui. Mais bon, malgré ça, ça a nécessité des ajustements importants en termes de conception et de stratégie. Tu te doutes bien que les moteurs, s'ils devaient être beaucoup plus résistants, ça allait amener pas mal de changements. Et simplement, certaines équipes vont réussir à mieux adapter leur moteur avec ces nouvelles exigences. Ça va aussi bouger du côté des pneumatiques où ils vont avoir l'obligation d'utiliser un seul train de pneus pour toute la course. Et ça va bouleverser toutes les stratégies. Alors que n'oublie pas qu'à la base, Ferrari avait une relation privilégiée avec Bridgestone et qui a été jusqu'à présent un allié de taille justement en les menant à cette domination. Et pourtant là, ils vont être particulièrement impactés parce que les pneus Bridgestone, ils vont être moins performants sur la durée que les Michelin utilisés par leurs concurrents principaux comme Renault. Et il a donc fallu revoir les choses de fond en comble. Et au final, on se retrouve avec la même situation qu'en 99. Est-ce qu'ils vont réussir à avoir une voiture performante directement? Eh ben en fait, non. Et la sanction, elle va être immédiate. Schumacher et Ferrari vont chuter à la 3e place du classement et la domination de Ferrari va prendre fin pour laisser la place à Renault qui aura réussi à prendre l'avantage avec les nouvelles optimisations mises en place et les nouvelles régulations de la FIA. Et ainsi s'achève donc cette première phase de domination. Mais comme tu le sais, il n'y en a pas eu qu'une seule. Et cette fois, on arrive à... Dans les années 2010, on a assisté à une domination de 4 ans par Red Bull et Sébastien Vettel. Alors c'est l'occasion ici d'y regarder un petit peu de plus près. Vettel, de 2010 à 2013, c'est 34 victoires sur 77 courses. Encore une fois, si on fait le calcul, ça veut dire 44% de réussite. Il n'a pas brisé le record de Schumacher, et on va pas se mentir, c'est quand même pas mal. Ici, on va dire que Red Bull va aligner les étoiles pour que tout se passe bien. Petit aperçu. Adrian Newey, je suis sûr que tu as vu passer son nom un petit peu partout, c'est le concepteur en chef de Red Bull, aussi célèbre qu'efficace, il a joué un rôle crucial dans cette ère pour Red Bull. Ses conceptions innovantes, notamment basées sur l'aérodynamisme des voitures, elles vont permettre à Red Bull de disposer des bolides les plus compétitifs du plateau. Il est arrivé chez Red Bull en 2006 et petit à petit, il a fait avancer l'écurie pour maximiser les performances de la voiture. Jusqu'à cette période de 2010 où là, tout commence à payer. Les Red Bull vont être particulièrement efficaces dans les virages, notamment grâce à leur conception, ce qui va leur donner un avantage sur pas mal de circuits. Ils ont aussi développé leur botte secrète, l'utilisation d'un exhaust blown diffuseur. Et ça va permettre une meilleure performance aérodynamique en utilisant les gaz d'échappement pour augmenter l'appui, comme tu peux le voir ici sur ce petit schéma rapide. Le premier ingrédient de la recette du succès, il était déjà engagé en ayant une bonne voiture. Mais il en fallait encore un petit peu. Le second ingrédient, encore une fois, ça va être qu'il va y avoir des changements de réglementation qui ont fait que Red Bull a pu très rapidement s'adapter et surtout ne jamais perdre l'avance qu'ils vont gagner à ce moment-là. On va faire un petit état des lieux. En 2010, pour commencer, les ravitaillements en course, c'est fini. Je pense que c'est pour éviter ce genre de soucis qui étaient au niveau sécurité pas ouf. Et Red Bull, ils vont simplement bien s'adapter à cette règle grâce à des stratégies de pneus ultra efficaces. En 2011, les pneus Pirelli avec des caractéristiques de dégradation rapide mais qui amènent donc plus de vitesse arrivent sur la grille. Ils vont tirer profit de cette nouvelle dynamique en optimisant l'utilisation de certains pneus.
En 2012, on va interdire les échappements soufflés en course, donc tu sais la fameuse botte secrète dont je t'ai parlé plus haut. Mais Red Bull, ils vont réussir à innover pour trouver des situations alternatives et maintenir leur avantage aérodynamique. Et en 2013, il va y avoir des restrictions sur les réglages des suspensions et aussi sur l'utilisation des pneus. Mais malgré ces limitations, Red Bull va continuer à innover et à dominer grâce à une voiture bien plus équilibrée et performante que les autres. Il manquait qu'une dernière chose, c'est que la voiture et la gestion des régulations, etc. c'est bien, mais il fallait aussi le pilote pour pouvoir lâcher les chiens. Si on fait un peu le bilan, Red Bull, ils ont non seulement dominé grâce à leur technologie et leur innovation, mais aussi grâce à une équipe soudée et surtout une stratégie impeccable. C'est vraiment cette combinaison de facteurs qui a fait de leur domination une période mémorable dans l'histoire de la Formule 1. Mais n'oublie pas encore une fois, pour arriver à prolonger cette domination, qui dit victoire dit encore plus de budget pour développer. On se retrouve encore une fois, comme pour Ferrari, dans la configuration d'une voiture performante dès le début d'une nouvelle période dans la F1, mais aussi dans une période assez stable en termes d'innovation et de régulation, ou plutôt une bonne gestion de ces évolutions. Alors que les concurrents, pendant ce temps-là, ils vont dépenser leur argent pour essayer de rattraper leur retard. Et puis comme d'habitude, tout ce qui a un début a forcément une fin, et là ça va être 2014. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? En 2014, la Formule 1 va avoir une avancée majeure, ou un recul, ça dépend comment on le voit. On va passer des moteurs V8 atmosphériques aux moteurs hybrides V6 turbo avec des systèmes de récupération d'énergie, tu sais le fameux ERS. Et ce changement de moteur va marquer un tournant technologique important. Et c'est là où Mercedes et notre cher Toto Wolff, ils vont commencer le développement de leur moteur hybride bien avant l'introduction des nouvelles règles. Et grâce à ce développement fait très en amont, ils vont produire une unité de puissance supérieure à celle de leurs concurrents. Leur moteur V6 turbo était à la fois plus puissant et plus fiable que les autres. Mais en plus de ça, Red Bull, eux, ont cumulé les erreurs avec leur manque d'expérience avec ce nouveau moteur. Leur fournisseur, Renault, a rencontré des difficultés importantes avec la conception et la fiabilité de leur moteur hybride. Et c'est tout le problème de ces énormes modifications qu'on trouve dans la Formule 1, c'est que l'intégration des nouvelles technologies hybrides a nécessité un temps d'adaptation pour toutes les équipes. Mais Red Bull a été particulièrement en retard par rapport à Mercedes. Et même avec un châssis conçu par Adrian Newey qui restait parmi les meilleurs de la grille, ça y a pas de problème, et Red Bull n'ont pas réussi à compenser le déficit de performance de leur moteur Renault par rapport à l'excellent moteur Mercedes. Et c'est comme ça que Red Bull a commencé sa chute. On va voir Vettel passer directement de la première à la 5e place et Red Bull va passer à la 2e place au championnat constructeur avec presque 300 points d'écart par rapport à Mercedes. Comme tu peux le voir, les histoires se répètent, les évolutions techniques demandées par la FIA vont être fatales à leur performance. Mais ça nous permet justement d'arriver à notre prochain chapitre. On arrive maintenant sur la plus longue domination jamais vue en Formule 1, Mercedes et surtout Lewis Hamilton. Entre 2014 et 2020, Lewis Hamilton, c'est 73 victoires sur 138 courses, soit 53% de réussite. Si on s'amuse et qu'on ajoute les victoires de Mercedes sans distinction de pilote, c'est 102 victoires sur 138, soit 74% de réussite. Et là, je compte que les victoires, pas les podiums. Pendant cette période, il n'y a pas match, Mercedes, il marche sur tout le monde. Mais comment justement ils ont réussi à atteindre un tel niveau d'excellence dans la discipline? Et bien le premier point, on l'a vu à la fin de la domination de Vettel et Red Bull, en 2014, la Formule 1 va introduire de nouveaux moteurs hybrides et l'unité de puissance de Mercedes, c'est comme ça qu'on appelle le moteur en Formule 1, nommé PU106A hybride. Oui, je sais que cette information est totalement inutile, mais voilà, j'avais envie de la mettre. Et bien cette unité était à la fois la plus puissante et la plus fiable du plateau. Contrairement à Red Bull qui dépendait fortement d'Adrian Newey, Mercedes, ils ont adopté une approche plus équilibrée en optimisant à la fois l'aérodynamisme et la puissance de leur voiture. Et donc grâce à l'équipe de James Allison, on va se retrouver avec une voiture qui allie l'efficacité aérodynamique et la maniabilité sans oublier la puissance du moteur. Mais encore une fois, n'oublie pas la recette du succès, il faut toujours des pilotes. Et là, pendant cette période, des bons pilotes vont croiser Lewis Hamilton, Nico Rosberg et puis Valtteri Bottas, ils vont maximiser les performances de cette voiture déjà exceptionnelle. Encore une fois, l'argent va jouer un rôle crucial et Mercedes vont utiliser leur budget d'une manière ultra efficace pour conserver et développer leur avance. Je veux quand même préciser qu'effectivement, si on regarde juste Lewis Hamilton, il y a 2016 où il n'a pas eu le titre.
Sauf que si on s'intéresse à cette saison totalement folle, notamment grâce au duel Hamilton-Rosberg, lui aussi chez Mercedes, on peut voir que la voiture était tellement parfaite que la compétition en fait sur le plateau, elle était uniquement dans l'écurie. Et c'est là que Lewis a plié face à Rosberg. Mais encore une fois, pendant cette période, les pilotes, les voitures, l'équipe, tout était au top. Et puis une fois de plus, comme toute période a une fin, en 2021, la FIA introduit des modifications pour réduire l'appui aérodynamique, notamment en limitant les modifications sur le fond plat et les diffuseurs des voitures. Et là, malheureusement, ces changements vont particulièrement affecter Mercedes, qui avait conçu sa voiture avec une dépendance plus élevée à l'appui aérodynamique. Les modifications du plancher, elles vont être plus bénéfiques pour les voitures avec une conception avec un piqué élevé ou un rack, si tu veux le faire en mode puriste, ce qui va avantager les voitures comme Red Bull. Et ils vont en profiter sous la direction d'Adrian Newey, encore lui. Red Bull a continué à développer un châssis exceptionnellement compétitif, malgré leur manque de victoire pendant la période de domination de Mercedes. Mais ça va aussi leur permettre d'introduire plusieurs innovations techniques qui vont leur apporter un avantage compétitif, notamment des améliorations dans la suspension arrière et la gestion des flux aérodynamiques. J'essaye de ne pas rentrer trop dans les détails parce que le but, encore une fois, c'est de s'intéresser à la domination sans regarder point par point tout ce qui s'est passé. Il faut rajouter à ça un petit détail, un ingrédient en moins de la recette du succès, c'est-à-dire que maintenant il va y avoir un nouveau plafond budgétaire. Et donc les équipes, elles vont plus pouvoir utiliser le maximum du budget pour combler leur retard. Et ça, forcément, ça réduit beaucoup l'impact de l'évolution de l'argent que tu gagnes au fur et à mesure de tes victoires. Et ça va donc amener une saison 2021, certes ultra disputée, mais qui signera la fin de la domination de Mercedes pour laisser la place, non sans protestation, à Red Bull et à Verstappen. Je pense d'ailleurs qu'on pourra peut-être développer cette saison où l'équilibre entre le sport et spectacle a été totalement bafoué pendant un certain Grand Prix. Encore une fois, si tu as envie de le savoir, dis-le en commentaire. Et donc on arrive maintenant au dernier chapitre de cette vidéo. Et ainsi va commencer la nouvelle ère Red Bull et Max Verstappen. Mais comme toujours à F1, chaque domination est destinée à être challengée. Alors, on va regarder ça de plus près. Entre 2021 et le moment où je tourne, Max, c'est 49 victoires sur 73 courses, 54 si on prend l'ensemble des pilotes Red Bull. Adrian Newey, comme tu l'as vu, il a continué à jouer un rôle crucial dans le succès de Red Bull. Ses conceptions, elles ont permis à Red Bull de maintenir un avantage significatif, mais il y a aussi la fin du partenariat avec Renault pour Red Bull au niveau des moteurs pour aller chez Honda, et ça a été vraiment crucial. N'oublions pas toujours cette merveilleuse phrase. He needs a driver and an engine. Yeah. Toujours aussi awkward à chaque fois que je le vois, je te promets. Mais bon, bref, Red Bull a bénéficié d'une puissance et d'une fiabilité quasi sans faille, et c'est ce qui leur a permis de concurrencer efficacement Mercedes. Et ça, même après que Honda ait décidé de quitter officiellement la F1 après 2021, même s'ils ont continué de fournir les moteurs sous le nom de Red Bull Powertrains. Mais là, on arrive à un nouveau carrefour, avec les nouvelles réglementations à venir, et les autres équipes prêtes à tout concrètement pour rattraper leur retard. Red Bull va devoir continuer d'innover et de s'adapter pour maintenir son règne au sommet. Mais il y a tellement de contraintes, notamment avec le plafond budgétaire qui limite toutes les dépenses des équipes, ça va être de plus en plus compliqué de creuser l'écart entre les concurrents. Et ça pourrait vouloir dire des saisons encore plus disputées à l'avenir. Et donc peut-être l'arrêt de Max Verstappen avec 30 secondes d'avance au bout de 4 tours. Mais pour que tu comprennes un petit peu les changements qui arrivent en 2026 et qui vont peut-être tout bouleverser. Déjà, le premier point, c'est que les moteurs vont utiliser des carburants 100% durables, ce qui va contribuer à la réduction des émissions de carbone, parce que l'objectif de la F1, c'est de devenir neutre en carbone d'ici 2030. Vous êtes sérieux? C'est quand même un sacré challenge vu tous les déplacements, etc. Mais ça, encore une fois, on verra, ça méritera peut-être de faire une autre vidéo. Il y a aussi la puissance de l'unité de récupération d'énergie cinétique, le MGU-K, qui va être triplé, passant de 120 kW à 350 kW. Ça va permettre une utilisation accrue de l'énergie électrique, ce qui va rendre les voitures plus efficaces tout en conservant des performances élevées. Au niveau de l'unité de récupération de chaleur, le fameux MGU-H, il va être supprimé. Pourquoi? Parce qu'il est très complexe et surtout il coûte extrêmement cher. Ça va simplifier
unifier les moteurs et faciliter l'entrée de nouveaux fabricants dans la discipline comme Audi et Honda. Au niveau de la quantité de carburant utilisable par course, ça va être réduit à 70 kg comparé aux 100 kg actuels. Et ça, à mon avis, il y a des ingénieurs qui sont en train de se péter la tête parce que va falloir vraiment améliorer l'efficacité des moteurs tout en gardant encore une fois des performances élevées. Ils vont ajouter également un plafond budgétaire spécifique aux moteurs et il va y avoir des composants standardisés, donc obligatoires, qui seront utilisés pour réduire les coûts de développement et de fabrication. Mais n'oublie pas qu'avec toutes ces limitations, la gestion de l'énergie électrique, elle va être cruciale à ce moment-là pour maximiser les performances entre le carburant, etc. Bref, ça va être un bordel sans nom. Et encore une fois, si on se base sur l'histoire, à chaque changement majeur, il y a une nouvelle domination qui émerge. Cette année, déjà, Red Bull, ils sont plus aussi dominants qu'avant, même s'ils restent en tête. Rajoute à ça les problèmes internes à l'écurie, avec Horner, avec Adrian Newey qui part, Verstappen qui est pas sûr de rester, même s'il dit l'inverse, encore une fois, on le verra un peu plus tard dans la saison. Est-ce qu'avec tout ça, ça va pas signer la fin de la performance de cette écurie? En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que ça va remettre les compteurs à zéro, et que Mercedes, McLaren, Alpine, en fait, tous les autres, ils vont tout faire pour gérer au mieux cette nouvelle période de la F1. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier une chose, avoir une voiture performante, c'est bien, arriver à optimiser par rapport aux règles, c'est cool, mais il y a toujours eu une combinaison voiture plus pilote. Et donc, là, je vais te demander de réfléchir un petit peu. Qui pourra, selon toi, prendre le relais? Et dans quelle écurie? Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à la fin du règne de Verstappen? Moi, je pense qu'on y est bientôt, mais encore une fois, pour être sûr, seul le temps nous le dira. Et toi, n'hésite pas aussi à me dire ton avis. Et si tu veux en savoir plus, je te conseille aussi de t'abonner pour découvrir comment la Formule 1 évoluera et qui sera le prochain donc à dominer ce sport. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. J'ai fait le maximum de recherches pour être le plus simple possible au niveau de la réalisation. N'hésite pas à liker, à partager, à aller voir cette dernière vidéo si elle t'intéresse aussi. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.